Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de 123loger.com, votre partenaire pour louer un logement. 123loger.com, l'immobilier dans le bon sens. 123loger.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo. Aujourd'hui, on aborde une question essentielle dans un contexte d'incertitude économique. Pourquoi les Français continuent-ils de privilégier l'immobilier comme valeur refuge pour leur épargne et plus encore pour préparer leur retraite? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Gauthier Delabrousse-Mailloux. Il est président d'Iroko, une société de gestion qui propose des solutions d'épargne immobilière performant et pédagogique. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Gauthier. Avec plaisir, merci Marc. Alors, pouvez-vous nous présenter Iroko en quelques mots ? Avec plaisir. Donc, Iroko, c'est une société de gestion. Donc, on gère à peu près 1 milliard d'euros pour le compte d'un peu plus de 18 000 épargnants. Et notre métier, du coup, c'est de bien investir en immobilier. On achète pour le compte de nos épargnants des bureaux, des entrepôts, des commerces, en France et à l'étranger. Et la vision de votre société ? La vision de notre société, c'est de créer des solutions d'épargne performantes. Et c'est pour ça qu'on a eu une approche assez originale sur les frais sur la performance. Après, on va mettre tous les disclaimers qu'il faut, puisque les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais on a eu historiquement des performances parmi les toutes meilleures du marché, et c'est pleinement l'ADN d'Iroko. Alors, en 2020, il y a quasiment 5 ans, vous avez lancé Iroko Zen, c'est une SCPI des usages de demain. Qu'est-ce qui différencie cette SCPI des autres offres qui existent sur le marché ? Ce qui différencie Iroko Zen, c'est d'abord qu'elle est diversifiée. Et on l'a vu dans la crise qui a eu lieu entre le Covid, la remontée des taux, et du coup la crise qu'il y a eu sur le bureau. En fait, quand on a des véhicules d'épargne qui sont trop spécialisés, c'est dangereux pour l'épargnant, parce qu'à terme, ces classes d'actifs peuvent mal évoluer. Et nous, ce qu'on a essayé de construire avec Iroko, c'est une diversification en termes de typologie. On a des bureaux, mais on a aussi des entrepôts, des commerces, des écoles, de la santé. Et du coup, cette diversification-là, elle permet de répartir le risque. On a plus de 100 bâtiments, on a plus de 130 locataires. Du coup, demain, s'il y a un locataire, par exemple, qui fait défaut, on ne se retrouve pas le bec dans l'eau. Oui, c'est ça, on n'a pas de locataire. Vous avez une sécurité. Exactement. Et cette diversification, elle est aussi géographique. On a à peu près 40% du patrimoine qui est en France et tout le reste qui est à l'étranger. On a, par exemple, profité de la fenêtre au UK pour investir au UK, où il y avait, avec le change et avec le contexte géopolitique en Angleterre, on a réussi à saisir des belles opportunités. Donc on arbitre un peu les pays européens pour investir en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Irlande, aux Pays-Bas. Et du coup, donc premier sujet, c'est de la diversification. Le deuxième, c'est les frais. On a historiquement le produit des SCPI, c'est un produit qui a 12% de frais d'entrée, 10,80 en moyenne, qui sont prélevés à l'entrée, du coup qui font moins d'argent au travail, sachant que les SCPI, c'est un produit d'épargne long terme. Donc en moyenne, un épargnant, il reste 22 ans. Donc pendant 22 ans, avoir 10% de son épargne qui ne travaille pas, à la fin, ça coûte assez cher en rendement. On a enlevé ses frais. Et en échange, on a replacé ces frais sur des frais de gestion pour aligner les intérêts des épargnants avec ceux de la société de gestion. Qu'est-ce qu'attend un épargnant ? C'est qu'on investisse son argent, qu'on le convertisse en immobilier, qu'on collecte les loyers, qu'on fasse des plus-values. Et sur ces actes de gestion-là, on a, nous, mis nos frais, ce qui permet à la société de gestion de bien vivre. Et nous, le dernier sujet, c'est l'engagement, c'est le fait qu'on est labellisé. On a un label qui s'appelle label ISR, et on l'a mis de manière assez exigeante sur les actifs. Donc concrètement, on fait des travaux pour faire en sorte que nos actifs s'apprécient. C'est important pour nous de ne pas avoir à la fin, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, des actifs qui sont obsolètes. Et du coup, on investit régulièrement dans le parc pour qu'ils soient aux bonnes normes. Gauthier, comment vous expliquez qu'aujourd'hui, 6 Français sur 10 montrent une prudence en matière d'épargne ? Je pense qu'il y a un contexte aujourd'hui qui est stressant. C'est-à-dire quand on regarde depuis 2020, on enchaîne quand même les crises. Et aujourd'hui, on est quand même face à... globalement, quand on allume un média, on a l'État qui réduit ses dépenses. On a les retraites qui sont remises en question. On a plein de dispositifs, plein de changements qui ont lieu. On a vu aussi les prix de l'immobilier qui ont évolué avec des fortes baisses ces dernières années. Alors nous, on a réussi à en profiter. Du coup, c'était plutôt les soldes ces 2 dernières années. Mais pour ceux qui avaient acheté auparavant... C'était plutôt modéré en 2024. Évidemment, il y a eu des prix qui ont baissé, mais peut-être pas autant... Alors, du coup, ça dépend de quel immobilier on parle. Oui, c'est vrai qu'en immobilier de bureau, Exactement. Ça s'est carrément écroulé. Exactement. En résidentiel, vous avez raison, les prix sont maintenus.
En revanche, sur l'immobilier professionnel, donc quand votre locataire est une entreprise, là, les prix ont beaucoup baissé. Qu'est-ce qu'ils attendent comme signaux, les Français, pour se lancer ? Là, je pense qu'ils ont compris un signal très clair, c'est qu'il fallait reprendre en main leur retraite et qu'ils pouvaient compter potentiellement sur personne pour le faire à leur place. Donc, moi, ce qu'on ressent aujourd'hui, c'est quand même une certaine urgence des Français à se poser la question, qu'est-ce que je dois faire ? Sachant que, en fait, ils doivent changer parce que, historiquement, le produit préféré des Français, c'est d'abord les livrets réglementés. On l'a vu, là, il y a une annonce. La performance des livrets, elle va baisser. Donc, les taux vont passer à 2,4% en février. Et du coup, c'est l'inflation. C'est-à-dire que, en fait, vous pouvez mettre votre épargne de précaution dans ces livrets. En revanche, vous n'allez pas préparer votre retraite ou des projets autres personnels. Donc là, les Français, je pense qu'avec cette baisse de taux, ils ont compris. Et on le voit, d'ailleurs, depuis septembre, les taux d'épargne des Français, ils font qu'augmenter. Et parmi les meilleurs en Europe. Voilà. Et on a un tiers des Français qui placeraient 100 000 euros dans l'immobilier si l'occasion se présentait. Pourquoi, selon vous, l'immobilier reste-t-il une valeur sûre ? Une valeur si prisée, en tout cas. C'est une valeur prisée déjà dans l'inconscient collectif, parce qu'on a tous, aujourd'hui, on a vu nos parents s'enrichir avec l'immobilier dans un contexte où, en fait, quand on achetait, entre l'effet de levier, donc le prêt qu'on avait, le fait qu'on remboursait les intérêts, déjà on capitalisait et on devenait propriétaire. Et après, potentiellement, à la vente du bien, on pouvait faire une plus-value, puisque, entre-temps, pression démographique, etc., les prix s'appréciaient. Le basculement en franc-euro aussi, il y a 20 ans. Effectivement, une forme d'inflation monétaire, en fait, de bascule qui a beaucoup aidé les prix. Et l'immobilier, c'est aussi, et ça, les chiffres donnent raison à ces classes d'actifs à très long terme. C'est-à-dire, si vous regardez toutes les classes d'actifs sur 20 ans, en fait, l'immobilier, c'est une très bonne zone de diversification pour l'épargne des gens. Et c'est un des rares produits de rente. Et c'est vrai que quand on pense retraite, on pense revenus complémentaires. Et il n'y a pas beaucoup d'investissements qui permettent d'avoir tous les mois un revenu avec un loyer, avec des dividendes de SCPI ou avec de l'immobilier en direct, puisque c'est un peu les deux grandes options pour acheter l'immobilier. Et du coup, l'immobilier, c'est le dernier sujet. On le voit dans cette étude, effectivement, l'étude Kantar qu'on a menée, où en fait, il y a 1000 Français qui ont été questionnés. Et dans une zone de crise, dans une zone de stress, le fait que ce soit tangible, et on le voit, c'est à côté, c'est l'or qui c'est l'or aussi, qui est mis en avant. C'est-à-dire que l'immobilier et l'or, c'est deux actifs qui sont très tangibles. Et je pense que c'est rassurant en période de crise de se dire qu'on possède quelque chose de physique. Alors, votre SCPI, on rappelle Iroko Zen, elle offre un rendement supérieur à 7% depuis 3 années consécutives. Comment on explique cette performance ? Par l'excellent travail de la société de gestion. Non, pour être plus sérieux, le premier sujet, c'est qu'est-ce qu'on achète. Et en fait, quand on achète de l'immobilier d'entreprise et qu'on privilégie des petites tailles d'actifs, on est dans une zone où on a moins de concurrence. Vous voyez, par exemple, le premier actif qu'on a acheté avec Hirokozen, il est assez emblématique. On a acheté un bureau qui est loué à Pôle emploi. On avait un 9 ans ferme à l'époque, donc il reste 2 ans de bail aujourd'hui. Il reste 7 ans de bail, il y a 2 ans qui sont écoulés depuis. Et on l'a acheté avec plus de 7%. Et en fait, c'est typiquement des actifs où en fait, c'est un peu trop cher pour des particuliers, c'est un peu trop petit pour des institutionnels qui potentiellement collectent beaucoup. Et du coup, dans cette zone-là, on arrive à faire des bonnes acquisitions. Et ces rendements, en fait, avec l'absence de frais d'entrée, on met plus d'argent au travail. Comment vous garantissez la transparence, le risque ? Le risque, alors il n'y a pas d'absence de risque. On est en immobilier, donc on n'est pas magicien. Donc concrètement, ce qui se passe, c'est que il y a un risque sur les loyers parce que nos locataires peuvent ne pas les payer. En revanche, nous, on les sélectionne, on les analyse, on regarde leurs comptes. Donc c'est vraiment la gestion qui est vraiment rigoureuse. La clé, c'est la gestion rigoureuse et c'est la qualité des équipes. Et c'est aussi le fait que la société de gestion, elle soit motivée à travers ses frais à faire ces actes de gestion. En fait, le pire pour un épargnant, c'est de confier son argent à quelqu'un qui n'est pas motivé à faire du bon boulot. Et nous, on a mis les frais pour être sûr qu'on ait envie, qu'on soit motivé à collecter le loyer, à faire des plus-values. Et en fait, c'est ce qu'attendent nos épargnants. Et c'est ça qui a fait que, entre la qualité de l'équipe de gestion, le fait qu'on sélectionne rigoureusement les bâtiments et les locataires, ça nous a beaucoup aidé. Et après, il y a un deuxième sujet, c'est le timing. Parce que et là-dessus, on a clairement eu un peu de chance, c'est qu'avec la crise qu'il y a eu sur l'immobilier d'entreprise, on a acheté à peu près 800 millions d'euros entre 2023 et 2024. On l'a acheté, en fait, avec des taux
qui n'existait pas depuis 10 ans, depuis 15 ans. Je vais vous donner un petit exemple. On a fait une transaction, on a acheté à Glasgow, en Écosse, un bureau qui est loué à Morgan Stanley. Et on l'a acheté à un fonds d'investissement coréen. En fait, le fonds d'investissement coréen, il devait vendre parce qu'il avait une dette qui arrivait à échéance. Et du coup, entre le prix auquel on l'a acheté et au prix auquel ce fonds-là l'avait acheté il y a 2 ans, il y a 25% d'écart. Et en fait, ce contexte-là, nous, on était ravis d'en profiter. On a collecté, les épargnants nous ont confié plus d'1 million d'euros par jour en 2024. Du coup, on s'est retrouvé en position de force sur les marchés pour saisir ces opportunités-là. Et c'est ça qui explique le rendement aussi d'Hirokozen. 36% des Français estiment dans cette étude Kantar que l'immobilier est le placement le plus efficace pour préparer sa retraite. Quel conseil vous donneriez donc justement à ceux qui envisagent d'investir dans des SCPI ou d'autres formes de pierre papier? Du coup, sur la pierre papier, la clé, c'est évidemment de se diversifier. Moi, pour le coup, on est des apôtres de la diversification. Les fonds spécialisés ne sont pas systématiquement dans une bonne position pour investir, parce que globalement, quand c'est la mode, l'actif s'apprécie, vous collectez beaucoup et vous achetez cher. Et du coup, c'est important de confier votre épargne à un gérant qui est libre de choisir la bonne classe d'actifs au bon moment. Donc pour moi, se diversifier, c'est hyper important. Et après, sur les SCPI, évidemment, l'historique de performance est important. Et pour le coup, en fait, on est tous régulés par l'autorité des marchés financiers. On a tous des règles d'affichage de nos performances qui la rendent comparables. Et du coup, renseignez-vous sur les rendements passés. Gauthier, un mot sur les jeunes qui investissent de plus en plus à moins de 30 ans. C'est nouveau, ça? C'est très nouveau. Et cet investissement-là, il est un peu différent en plus des investissements de leurs aînés. On voit d'autres classes d'actifs émerger. Et je pense que tout le monde s'en doute un petit peu quand je dis ça, mais clairement, les crypto-monnaies ont une part plus importante dans le patrimoine des jeunes que de leurs aînés. Et c'est lié à un effet de mode, c'est lié aussi à la à la facilité qu'il y a à investir en crypto-monnaie et aux rendements potentiels qui sont très élevés. Alors en face, il y a un risque très élevé. C'est des actifs qui sont spéculatifs et qui ont des grosses variations. Et du coup, il faut avoir le cœur aussi un peu bien accroché. Mais mettre une part de son épargne sur les crypto-monnaies, c'est clairement le réflexe des jeunes. Après, nous, on voit aujourd'hui, historiquement, un épargnant en SCPI, il a un peu plus de 58 ans. Chez Hirokozen, on a changer un petit peu la donne sur la partie digitale où on a des parcours digitaux et une accessibilité qui est renforcée. Et on voit qu'on a des épargnants de plus en plus jeunes. On a des gens sortis d'école de commerce. En moyenne, là, en ce moment? On a un peu, alors, en moyenne, on a 48,4 ans de moyenne d'âge sur nos épargnants, mais avec un range qui va de quasiment de 1 an, puisqu'on a des épargnants qui sont des enfants. Exactement, et c'est leurs parents qui mettent des livrets en fait, en faisant tous les mois un effort d'épargne sur le compte de leurs enfants dans la SCPI, qui épargnent comme ça progressivement, et c'est une bonne manière d'épargner. Et après, on a des gens qui préparent leur retraite. Donc plutôt les cinquantenaires. Exactement. Allez, pour finir, Gauthier, quelle grande tendance vous anticipez pour l'immobilier en 2025 ? Je pense que l'immobilier en 2025 va clairement reprendre largement sa place dans l'allocation des épargnants. On va voir que ça va revenir sur le devant de la scène. On l'a dit, baisse du livret A. En fait, l'immobilier redevient compétitif et toutes les classes d'actifs vont du coup avoir leur prix qui vont commencer à remonter. Et du coup, ça va être intéressant de voir qui a pu acheter, du coup, qui a pu acheter pas trop cher, profiter de ces hausses. Et sur le résidentiel, on va voir aussi qu'il y a un retour du crédit, du coup il y a un retour des acheteurs et probablement aussi que les prix vont remonter un petit peu. Merci beaucoup Gauthier Delabrousse-Mailloux d'avoir fait le détour par les studios de Radio J aujourd'hui. On rappelle que vous êtes président d'Hiroko pour nous avoir donné toutes ces informations. On passe à l'info du jour et on se retrouve juste après. L'info du jour vous est présentée avec le concours de miamiimo.com et l'équipe du Freud Group, votre expert depuis plus de 15 ans pour l'achat-vente résidentielle à Miami. Miami Imo sur miamiimo.com. Une bonne nouvelle aujourd'hui dans l'info du jour, c'est les mensualités et le salaire minimum pour pouvoir emprunter 250 000 € sur 25 ans qui sont en nette baisse depuis 1 an avec des taux d'intérêt en baisse.
et un taux d'endettement maximal fixé à 35%. La capacité d'emprunt des ménages s'allonge légèrement. Désormais, les candidats à l'achat d'un bien immobilier ont besoin d'un salaire net mensuel d'environ 3 200 € pour financer cette somme contre plus de 3 500 € l'an dernier. C'est une bouffée d'air pour les acquéreurs, surtout dans un contexte où les prix immobiliers commencent seulement à baisser et où la durée des prêts peut désormais s'étendre jusqu'à 27 ans à condition de réaliser des travaux. L'info du jour vous a été présentée avec le concours de miamiimo.com et l'équipe du Fruit Group, votre expert depuis plus de 15 ans pour l'achat-vente résidentielle, location et investissement locatif à Miami. Miami Imo sur miamiimo.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on se retrouve avec dans le Club Imo et tout de suite c'est notre rubrique On vous répond et je suis aujourd'hui avec deux de nos juristes, Maître Azilise Gauthier-Guégan, associée au cabinet Étoile Avocat, et Coralie Davin, notaire diplômée, ambassadrice de WeAct. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur la question des travaux. Et moi, quand j'entends les travaux de rénovation, quand j'entends parler de travaux de rénovation, Maître Gauthier-Guégan, je ne peux pas m'empêcher de penser retard, malfaçon, dispute avec les artisans. Je pense que vous en voyez pas mal comme ça, vous. Oui, mais Beaucoup. heureusement, oui, beaucoup. Mais heureusement, il y a des solutions pour éviter les ennuis, à condition de bien se préparer en amont. Alors justement, ça tombe bien, puisque des questions sur les travaux, on en a. On va commencer tout de suite avec une question. La première question, c'est Anna de Nanterre qui nous la pose. Je souhaite réaliser des travaux de rénovation énergétique chez moi. Avant de commencer, est-ce qu'il y a des choses à ne pas manquer juridiquement ? Excellente question d'Anna. Effectivement, avant de commencer les travaux, il y a 4 points essentiels à vérifier. Le premier, l'assurance garantie décennale. C'est indispensable. Vous devez vérifier que l'entreprise à qui vous confiez les travaux a bien une assurance en cours de validité. Ça vous couvre pendant 10 ans pour les malfaçons les plus graves. Alors 10 ans, c'est presque une décennie de tranquillité, à condition que tout soit bien fait. Exactement. Et surtout, ne vous contentez pas de croire l'entreprise sur parole. Demandez-lui une attestation d'assurance et vérifiez qu'elle est toujours valide en appelant directement l'assureur au téléphone. Deuxième point, souscrire une assurance dommage-ouvrage. Celle-ci est souvent la grande oubliée, mais elle est obligatoire. Alors l'assurance dommage-ouvrage, la fameuse DO, je parie qu'il y a quand même pas mal de gens qui ne voient pas du tout de quoi on parle. C'est une assurance qui vous protège en cas de sinistre. Par exemple, si vous avez un problème après travaux, vous n'aurez pas à attendre une décision de justice pour faire réparer. L'assureur avance les frais. Donc si je vous comprends bien, c'est une assurance qui évite d'avoir à attendre la fin des travaux pour réaliser rapidement les travaux et en tout cas de reprise indispensable. Exactement, tout à fait. Troisième point, si vous êtes en copropriété, si les travaux touchent les parties communes, c'est-à-dire la porte palière, les planchers, les murs porteurs, il faudra obtenir une autorisation de l'Assemblée générale des copropriétaires. Si je change la couleur des fenêtres pour un rose fuchsia par exemple, un rose fluo, est-ce qu'il faut prévenir la mairie ? Oui, effectivement. Et c'est le 4e point, si vous touchez à l'aspect extérieur de l'immeuble, donc ça recouvre quand même pas mal de choses, et même sans aller jusqu'au fuchsia, il faut obtenir une déclaration préalable auprès du service d'urbanisme de votre mairie. Oui, parce qu'il y a des couleurs qu'on peut, enfin en tout cas qui sont dans le fameux document d'urbanisme. On a une question également pour vous, maître, de Jackie de Paris, qui nous interroge. L'entreprise à qui j'ai confié mes travaux m'interdit l'accès au chantier. Est-ce normal ? Alors là, pour moi, c'est une colle, mais pour vous, je pense que non. Effectivement, pendant les travaux, vous ne pouvez pas accéder à votre chantier quand bon vous semble, tout simplement parce que l'entreprise a la garde du chantier. C'est elle qui est responsable de tout ce qui s'y passe. Donc elle peut refuser l'accès au maître d'ouvrage, c'est-à-dire à Jackie.
Donc ça veut dire en gros que Jackie, elle ne peut pas passer voir ce qui se passe chez elle pendant les travaux. Et oui, tout à fait, pas sans l'accord de l'entreprise. D'autant plus qu'il existe ce qu'on appelle juridiquement un principe de non-immixtion. C'est-à-dire que le propriétaire ne doit pas interférer dans les travaux. Non-immixtion, ça sonne un peu diplomatique, comme terme. Oui, c'est un peu ça. On n'est pas loin de la non-ingérence. Mais Jackie peut organiser des réunions de chantier avec l'entreprise. C'est la bonne solution pour suivre l'avancement des travaux de manière constructive, d'autant plus que les comptes rendus de chantier sont très utiles en cas d'éventuel litige. Et donc ça évite de débarquer à l'improviste avec un café et des croissants pour faire ami-ami avec les ouvriers. Merci Azilis. Après les travaux, la copro, voilà, la transition est toute trouvée et on a reçu une question d'Olivier de Saint-Cloud. Peut-on contester les décisions prises en Assemblée Générale de copropriété ? Cette question, je vous la pose à vous, Coralie Davin. Oui, Marc, c'est tout à fait possible, mais cela répond à des règles très précises. Lorsqu'une assemblée générale se tient, toutes les décisions votées sont consignées dans un procès-verbal que le syndic doit envoyer à chaque copropriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception. Et c'est à partir de la réception de ce document que démarre le délai de 2 mois pour contester une décision. Il y a 3 grandes raisons pour lesquelles un copropriétaire peut contester une irrégularité juridique. Par exemple, si la décision viole les règles de la copropriété ou de la loi, une illégalité, c'est-à-dire une décision qui va à l'encontre des droits fondamentaux des copropriétaires, comme une répartition injuste des charges, et l'atteinte aux droits individuels aussi, si une décision affecte un copropriétaire de manière abusive, comme l'autorisation d'un usage privatif des parties communes sans son accord. Alors, qu'est-ce qui se passe si le copropriétaire n'a pas assisté à l'Assemblée ? Est-ce qu'il peut malgré tout contester ? Alors oui, Marc, bien sûr, un copropriétaire absent peut tout à fait contester, même si un copropriétaire n'était pas présent. Le syndic doit lui notifier toutes les décisions par recommandé. Une fois cette notification reçue, il dispose, comme les autres copropriétaires présents, de 2 mois. Donc concrètement, que doit faire le copropriétaire ? Il doit déposer une demande en justice devant le tribunal judiciaire, généralement avec l'aide d'un avocat spécialisé. Attention, c'est une démarche sérieuse, car si la contestation est jugée abusive, le copropriétaire pourrait être condamné à verser des dommages et intérêts à la copropriété. Et pour ceux qui nous écoutent sur Radio J, rappelez-vous, si vous êtes copropriétaire, lisez attentivement le procès-verbal de chaque assemblée et faites-vous accompagner par un professionnel. Si vous avez des doutes, cela pourra vous éviter bien des complications. Merci à toutes les deux. Azilis Gauthier-Guégan, rappelle que vous êtes associée au cabinet Étoile Avocat, et Coralie Davin, ambassadrice chez VUAC, notaire diplômée. Voilà, notre émission est terminée pour aujourd'hui. Le Club Imo, ça revient demain. D'ici là, très belle fin de journée à toutes et à tous. Le Club Imo Radio J vous a été présenté par 123loger.com. Sur 123loger.com, les locataires postent leur profil et ensuite, ce sont les propriétaires qui prennent contact avec eux. 123loger.com, l'immobilier dans le bon sens. 123loger.com.